36%. C'est le taux de propriétaires en Suisse le plus bas de toute l'Europe. Et personne ne vous l'a jamais vraiment expliqué. Ce n'est pas parce que les Suisses n'en ont pas envie, c'est parce qu'entre le prix médian d'un appartement à 865 000 francs, les 20% d'apport obligatoires et le taux d'effort à 33%, pour la plupart des gens, le calcul ne passe pas. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement pourquoi, avec des chiffres de 2026, et surtout, je vais vous montrer combien il faut gagner pour que ce rêve devienne réalité. En quelques minutes, et c'est réglé. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez entendu cette phrase 1000 fois. Louer, c'est jeter son argent par les fenêtres. Et vous y avez cru, parce que ça semble logique. Après 20 ans de loyer, vous n'avez rien. Après 20 ans de remboursement, vous êtes propriétaire. Sauf qu'en 2026, cette phrase mérite d'être nuancée, pour 3 raisons que personne n'explique. Première raison, les Suisses, qui sont déjà propriétaires, viennent de voter le 28 septembre 2025 la suppression de la valeur locative. Un système qui les taxait sur un loyer qu'ils ne payaient même pas. À noter, l'entrée en vigueur est prévue pour 2028, plus tôt, et les cantons doivent encore adapter leur fiscalité. Donc l'effet n'est pas encore dans vos feuilles d'impôt. Deuxième raison, le taux directeur de la Banque nationale suisse est à 0% depuis juin 2025. Les taux hypothécaires sont au plus bas depuis 15 ans. Troisième raison, les prix de l'immobilier continuent à monter plus vite que les salaires dans la plupart des agglomérations. L'écart entre ce que vous pouvez emprunter et ce que vaut un bien se creuse chaque année. Pour comprendre pourquoi acheter en Suisse est si difficile, il faut comprendre les règles du jeu et elles ne sont pas celles de la France, elles ne sont pas celles de l'Espagne et pas celles des États-Unis. En Suisse, quand vous voulez acheter un bien, vous devez apporter au minimum 20% du prix. C'est la règle fondamentale fixée par la FINMA via l'autorégulation du secteur bancaire. Mais attention, ces 20% ne sont pas n'importe quel 20%. 10% minimum doivent être des fonds propres durs. Votre épargne, votre troisième pilier, une donation, jamais un prêt rémunéré. Les 10% restants peuvent venir de votre deuxième pilier, votre caisse de pension. Mais attention, retirer son deuxième pilier pour acheter, c'est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. On y reviendra. Imaginez une course à obstacles. Vous voyez la ligne d'arrivée, c'est le bien que vous voulez acheter. Vous savez à peu près combien de temps vous avez pour y arriver. Mais ce que vous ne voyez pas depuis le départ, c'est qu'il y a 2 obstacles avant la ligne d'arrivée, et pas un seul. Le premier obstacle, l'apport. Avez-vous de l'argent tout de suite ? Le deuxième obstacle, le taux d'effort. Même si vous avez l'argent pour l'apport, est-ce que votre salaire permet de rembourser la banque sans vous étouffer? La plupart des gens franchissent le premier obstacle et tombent sur le deuxième, sans même l'avoir vu venir. Concrètement, voici comment votre banque va évaluer votre dossier. 4 règles dans cet ordre précis. Règle numéro 1, l'apport des 20%. La banque prête 80% de la valeur du bien maximum. Pour un appartement à 900 000 francs, vous devez apporter 180 000 francs. Plus les frais de notaire et émoluments qui représentent environ 5% du prix, donc encore 45 000 francs. Total à avoir en cash ou presque 225 000 francs pour un appartement à 900 000 francs. Règle numéro 2, le premier rang et le deuxième rang. Votre hypothèque de 80% se divise en 2 parties. Le premier rang jusqu'à 2/3 de la valeur du bien, 67% à peu près. Cette partie, vous n'êtes jamais obligé de la rembourser. Tant que vous payez les intérêts, la banque est contente. Le deuxième rang, la tranche entre 67% à peu près et 80%, celle-là, vous devez la rembourser en 15 ans maximum ou avant la retraite, selon ce qui arrive le premier. Règle numéro 3, le taux théorique. Voici ce que personne ne vous dit. Les taux hypothécaires réels en mars 2026 sont entre 1,5 et 2% pour du fixe sur 10 ans. Ça rend 0,5%, c'est historiquement bas. Mais la banque ne calcule pas votre dossier avec ces taux. Elle applique un taux théorique qui varie selon les établissements, généralement entre 4,5 et 5%. Le 5% est le standard le plus courant. Certaines prennent 6%. Pourquoi? À cause de la crise des années 90, où les taux étaient montés à 7%, la banque se protège d'un scénario de hausse violent. Ce taux théorique, c'est la raison principale pour laquelle tant de gens se voient refuser leur dossier. Sur le papier, ils peuvent payer 2 000 francs par mois. Dans le calcul de la banque, c'est comme s'ils devaient en payer 4 000. Règle numéro 4, le taux d'effort à 33%. Dernière règle, la somme totale de vos charges. Intérêt théorique, amortissement du deuxième rang sur 15 ans et 1% de la valeur du bien pour l'entretien. Tout cela ne doit pas dépasser 33% de votre revenu brut annuel. Certaines banques acceptent jusqu'à 35%, d'autres sont plus strictes à 30%, mais 33% reste le standard du marché. Et c'est là que le mur apparaît. Prenons un exemple concret. Un couple veut acheter un appartement à 900 000 francs en Suisse romande. C'est proche du prix médian actuel. Étape numéro 1, l'apport. 180 000 francs de fonds propres plus 45 000 francs de frais. Total 225 000 francs à avoir en liquide. Étape numéro 2, calcul des charges annuelles au taux théorique. 5%, hypothèque de 720 000 francs, intérêt à 5%, 36 000 francs par an. Amortissement deuxième rang sur 15 ans, environ 7 800 francs par an. Entretien 1% de 900 000 francs, soit 9 000 francs par an. Total des charges
annuelle, environ 53 000 francs. Étape numéro 3, le revenu exigé, 53 000 francs de charges divisé par 0,33. C'est égal à 160 000 francs de revenus bruts annuels minimum. Regardez ce chiffre, 160 000 francs par an en revenu commun du couple. C'est 13 300 francs de salaire commun par mois brut. Pour référence, le salaire médian suisse à plein temps est de 6 788 francs suisses bruts par mois selon l'OFS. Donc, pour acheter l'appartement médian, il faut un couple dont le revenu commun dépasse largement 2 fois la médiane individuelle nationale. Voilà pourquoi la Suisse a le taux de propriétaire le plus bas d'Europe. Et ça change tout. 3 profils, 3 réalités. Profil 1, Clara, 32 ans, célibataire. Clara gagne bien sa vie. Elle a mis de côté 80 000 francs, elle a un troisième pilier de 35 000 francs qu'elle peut utiliser. Total fonds propres mobilisables, 115 000 francs. Prix d'achat maximum qu'elle peut viser selon ce seul critère, 115 000 francs divisé par 0,25 égale à 460 000 francs. Parce qu'il faut aussi compter les frais. Son revenu doit aussi permettre de supporter le taux d'effort à ce prix, ce qui est plausible vu son salaire. Mais 460 000 francs dans le canton de Genève ou Vaud pour un appartement décent, ça n'existe pratiquement pas au prix du marché. Une piste pour Clara, continuer à épargner, utiliser son troisième pilier comme levier fiscal et élargir la zone de recherche hors grande ville. Profil 2, Sophie et Marc, couple 38 et 40 ans, avec 2 enfants, revenu commun 160 000 francs brut annuels, 120 000 francs d'épargne. Côté revenu, ils peuvent supporter des charges théoriques annuelles de 55 000 francs, 33% de 168 000, donc un prix d'achat jusqu'à 950 000 francs. Côté apport, avec 120 000 francs plus 60 000 francs de troisième pilier combiné, ils ont 180 000 francs. Ça leur permet d'acheter jusqu'à 720 000 francs en restant dans les clous, frais compris. Le calcul réel, c'est toujours le plus restrictif des deux. Ici, c'est l'apport. Sophie et Marc peuvent viser un bien jusqu'à 720 000 francs, pas plus. Une approche pour eux, attendre 2-3 ans, continuer à épargner pour atteindre la fourchette de 850 000 francs à 900 000 francs. Ou accepter une première acquisition plus modeste pour regarder hors des grandes villes. Le calcul change complètement selon la commune. Profil 3, Pierre, 55 ans, en pré-retraite. Pierre pense qu'il peut acheter tranquillement parce qu'il a un gros deuxième pilier. Première difficulté, à 55 ans, la banque va exiger que l'amortissement du deuxième rang soit terminé avant la retraite à 65 ans. Pas dans 15 ans, dans 10 ans maximum, les mensualités d'amortissement montent donc significativement. Deuxième difficulté, retirer son deuxième pilier pour acheter réduit sa rente de retraite de façon permanente. Et il a une subtilité que beaucoup de gens ignorent. Tant que le retrait n'a pas été intégralement remboursé, Pierre ne peut plus faire de rachat déductible fiscalement. En pratique, cela bloque son principal levier d'optimisation fiscale pour plusieurs années. Il peut reconstituer son avoir et retrouver l'avantage fiscal, mais seulement une fois que le retrait EPL est entièrement remboursé. L'option à explorer avec son banquier, le nantissement plutôt que le retrait. Pierre met son deuxième pilier en garantie, il ne le retire pas, son capital continue à produire des intérêts dans la caisse de pension, il conserve sa retraite future et garde la possibilité de faire des rachats déductibles. En contrepartie, son hypothèque est plus élevée et donc les intérêts à payer aussi. Ce n'est pas toujours le meilleur choix, mais c'est souvent l'option la mieux adaptée pour un profil proche de la retraite. Les 3 erreurs que je vois tout le temps. Erreur numéro 1, penser que louer, c'est jeter son argent par les fenêtres. En 2026, avec la suppression à venir de la valeur locative prévue pour 2028, les taux d'intérêt au plus bas et les prix au plus haut, louer peut être une stratégie financièrement rationnelle. Surtout si vous investissez la différence sur les marchés. Attention, cette comparaison dépend beaucoup de votre discipline d'épargne. Un locataire qui n'investit pas, la différence se retrouve à terme avec moins de patrimoine qu'un propriétaire qui amortit. Erreur numéro 2, retirer son deuxième pilier sans réfléchir. Utiliser son deuxième pilier pour l'apport semble évident, mais chaque franc retiré diminue votre rente retraite. Et tant que vous n'avez pas remboursé ce retrait, vos rachats ne sont plus déductibles fiscalement. Vous perdez donc votre outil principal d'optimisation fiscale pendant toute la durée de ce remboursement, qui s'étale souvent sur 10 à 15 ans. Le nantissement mérite d'être étudié en parallèle du retrait. Il coûte plus cher en intérêt, mais préserve votre prévoyance. C'est un arbitrage à faire selon votre situation. Erreur numéro 3, sous-estimer les charges après l'achat. Les 1% d'entretien par an, c'est un minimum théorique. Dans la vraie vie, un appartement coûte entre 1 et 1,5% de sa valeur par an en charges réelles. Pour un bien à 900 000 francs, c'est 9 000 à 13 500 francs de charges annuelles, ce que beaucoup oublient dans leur calcul avant d'acheter. Ajoutez une rénovation à 100 000 francs au bout de 15 ans et votre calcul d'achat théorique devient très différent.
Si vous retenez 3 choses. Première, acheter en Suisse, ce n'est pas une question de motivation, c'est une question d'arithmétique. 20% d'apport et 33% de taux d'effort calculé à 5%. Les deux, pas l'un ou l'autre. Deuxième, pour l'appartement médian à 900 000 francs, il faut un revenu commun d'au moins 160 000 francs brut annuels et 225 000 francs d'apport. C'est la réalité en 2026 et ça explique pourquoi 64% des Suisses sont locataires. Troisième, louer en Suisse, ce n'est pas un échec, c'est parfois le choix le plus rationnel pour une partie de la vie. Surtout si vous investissez ce que vous auriez mis dans un apport. Et vous, où en êtes-vous de ce calcul? Vous êtes locataire par choix ou par impossibilité? Dites-le en commentaire, vous allez voir combien de personnes sont exactement dans la même situation. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous. Chaque jeudi, un concept financier expliqué simplement. Et maintenant que vous connaissez les règles pour acheter pour soi, la vraie question c'est est-ce que l'immobilier est un bon investissement pour louer à d'autres? Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Et ce calcul va vous surprendre. À très vite. Les opinions et points de vue que j'exprime dans cette vidéo sont les miens et ne constituent pas de conseils en investissement ou matière financière. Le contenu est fourni à titre informatif uniquement. Investir comporte des risques, y compris la perte potentielle du capital. Effectuez toujours vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.